Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Cap ce soir sur l'histoire avec le devoir de mémoire autour de Thomas Alexandre Dumas, le premier général noir d'origine afro-caribéenne de l'armée française. Une souscription nationale a même été lancée il y a quelques mois pour restituer sa statue. Et pour en parler, nous recevons André Belon. Bonsoir. Bellon. Bellon, excusez-moi, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes ancien député français et ex-président de la Commission des Affaires étrangères et l'un donc des initiateurs donc de cette souscription. Et dans ce contexte justement de fortes tensions avec justement des petites crises identitaires, n'est-ce pas quand même inattendu de s'engager dans une telle démarche patrimoniale ? Je vais vous dire tout de suite, je ne vois rien d'inattendu, je vois que du normal en la matière. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont excités sur des statues, souvent pour les faire enlever, avec des raisons plus ou moins valables, mais on ne va pas développer ça ici, on n'aura pas le temps. Hein. Il peut y avoir des raisons valables, et puis il y en a qui le sont moins. Donc, voilà. Cela étant, nous, c'est plutôt pour en faire une. C'est original, ça nous change. Alors pourquoi en faire une ? D'abord parce qu'elle a déjà existé. Donc, qui est ce fameux général Dumas ? C'est le père d'Alexandre Dumas, qui est l'écrivain bien connu, hein, les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, etc. etc. D'Artagnan, c'est dans les Trois Mousquetaires, oui. Alors, donc c'est son père. Et c'est un personnage qui est malheureusement peu connu, puisqu'il est né à Saint-Domingue esclave. Et donc nous allons parler de quelqu'un qui, esclave, devient général, et en plus général de cavalerie. C'est-à-dire l'arme la plus noble qui soit, du moins dans les critères de l'époque. Hein. Il devient général de cavalerie et, d'après tout ce que tout le monde raconte, un très très grand général. Ensuite, on reviendra sur sa vie si vous voulez, mais il y a eu, avant la guerre, une place que tout le monde appelait la place des Trois Dumas. Oui. Il y avait 3 statues. Le général, donc Alexandre Dumas, son fils, il s'appelle tous Alexandre, hein, son fils l'écrivain et son petit-fils qui est aussi un écrivain. Voilà. Il se trouve que la statue du général a été fondue sous l'occupation. Il reste les 2 autres, elles étaient en pierre, donc on ne pouvait pas. Donc on veut la faire réériger pour qu'il soit à côté de son fils, son petit-fils. Pourquoi maintenant ? Pourquoi la faire ériger maintenant alors qu'en soi le régime de Vichy est passé depuis ? Là on est en 2025, le réveil c'est... Alors pourquoi maintenant ? Parce que ça fait assez longtemps que nous le demandons. Et il se trouve que les circonstances ont fait que la question a pu être posée alors qu'elle ne l'était pas jusque-là, que la mairie du 17e, sur laquelle est la place autrefois des Trois Dumas, hein, aujourd'hui place du Général Catroux, le maire du 17e a pris fait et cause pour cette cause, et la mairie de Paris l'a accepté. Le problème maintenant étant de la payer. Donc on y reviendra, donc on a lancé une souscription. Donc, alors pourquoi ? Parce qu'il faut revenir aux sources de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, on y reviendra si vous voulez, mais l'écrivain, était un homme qui avait une santé débordante, une vie trépidante, une très belle plume, et disons que l'argent lui filait un peu entre les doigts, et il avait fait construire un château pas très loin de Saint-Germain-en-Laye, sur la commune de Port-Marly. Enfin, il appelait ça un château. En fait, c'est d'une petite folie 17e, hein. Enfin 18e, pardon, 18e. Et dans les années 50-60, il y a un certain nombre de promoteurs qui ont voulu détruire ce château, appelons-le ainsi, pour en faire, disons, des pavillons, quoi. Une opération immobilière. Et donc c'est là que s'est créée la Société des Amis d'Alexandre Dumas, dirigée par Alain Decaux, l'historien bien connu, et qui s'est opposé à cette destruction. Et finalement, on a trouvé assez de soutien pour maintenir le château.
appelons-le ainsi. Et donc maintenant il est maintenu, d'ailleurs le siège de la Société des Amis d'Alexandre Dumas est dans le château. Simplement, une fois qu'elle a été construite, la question, donc on était là presque dans les années 70, la question de la statue émerge. Mais elle émerge en même temps que la Société des Amis. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau, ce n'est pas non plus très très ancien. Voilà. Et justement, qu'est-ce que ça en dit? Est-ce qu'il y a un message justement en particulier pour cette statue que vous souhaitez justement transmettre à la société, à la nouvelle génération? Qu'est-ce que ça pourrait justement apporter? Une statue, alors je sais que, bon, c'est en train de s'atténuer un peu, me semble-t-il, mais je sais que c'est pas très mode de dire une statue, on s'en fiche, on s'en fiche pas. On est tous héritiers d'une histoire. Et cette histoire, elle se manifeste par un certain nombre de choses, par des livres d'histoire en particulier, par des noms de rues. Là, on est boulevard de Sébastopol, il s'est passé quelque chose à Sébastopol. Bon. J'avoue que j'ai toujours été étonné des Américains qui donnent des numéros à la place. Enfin, presque. Presque. Bon. Donc, et puis des statues. Des statues qui commémorent des personnes dont on considère qu'elles ont eu un rôle important qui est à transmettre. C'est-à-dire c'est un élément d'histoire commune. Voilà. Et donc, nous voulons que cette histoire commune soit restituée à l'ensemble des Français. Hein. Nous considérons que c'est d'autant plus justifié qu'il y a le fils, le petit-fils, il serait quand même logique qu'il y ait le grand-père. Donc c'est une grande symbolique d'avoir justement le père et le fils, justement dans cette place donc, des Trois Dumas. Il y a une symbolique derrière, étant donné en plus là c'est vraiment, comme vous avez dit, c'était des esclaves qui sont ensuite justement beaucoup plus, au niveau du statut a été beaucoup plus élevé. Que représente cette symbolique du père et du fils ensuite? C'est pas tout à fait la même symbolique, sauf qu'ensemble, ils représentent une famille. Et une famille qui a une histoire commune, qui commence à Saint-Domingue. Puisque la grand-mère de l'écrivain, donc la mère du général, s'appelait Marie Cassette. C'était une noire esclave qui était née d'ailleurs dans la baie de Monte Cristo. On peut penser qu'il y a un petit rapport, même si après il y a l'île du même nom, enfin bon. Donc elle était née là, et puis elle a épousé donc un blanc qui était parti aux colonies, comme on disait à l'époque, pour faire la canne à sucre, hein. Bon. Et qu'il a épousé. Ça peut paraître étonnant, mais le droit français le permettait. Le droit anglais ne permettait pas les mariages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de relations, mais officiellement, donc il l'a épousée. Officiellement. En soi, cette place des Trois Dumas, elle incite justement, elle représente cette famille. Elle représente parfaitement cette famille. Et alors il faut voir que, si vous voulez revenir sur cette période, parce que quelque part, l'érection de cette statue, c'est à la fois recréer la famille, redonner sens à un personnage historique malheureusement trop oublié, à qui on redonne vie, à qui on redonne son histoire, à qui on rappelle son courage, sa force, sa valeur, enfin, tout ça. C'est en même temps une manière de reposer la question de c'était quoi l'esclavage à cette époque-là et c'était quoi le combat pour abolir l'esclavage. Est-ce que c'est pas aussi une manière de dire certes l'esclavage est une abomination, bon, ça jusque-là il y a un quasi-consensus aujourd'hui pour le dire. De toute façon, s'il y en a qui ne le pensent pas, je pense qu'ils n'expriment pas beaucoup sur la place publique. Bon, heureusement d'ailleurs.
Mais quand on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on n'oublie pas une partie de notre histoire qui est ceux qui ont combattu contre l'esclavage? Est-ce qu'on n'oublie pas, là j'ai noté pour ne pas me tromper sur les dates, oui. le 4 février 1794, il y a la première abolition de l'esclavage par l'Assemblée de la Première République. Première abolition. 4 février 1794. À ce moment-là, il y a l'histoire est connue par ceux qui ont un peu étudié cette période. Il y a 3 députés de Saint-Domingue. 3. Il y en a un qui est resté célèbre, Jean-Baptiste Bellay, le premier député noir français. Exactement. Et en soi, pour un peu plus structurer, plus généralement, justement, Monsieur Bellon, comment voyez-vous l'importance accordée à la mémoire républicaine et à la diversité dans l'histoire justement nationale? Quelle est son importance? Justement, autant je suis pour qu'on dise, et ça a été fait d'ailleurs dans de nombreux débats à l'Assemblée en particulier, mais pas seulement, toute l'abomination qu'a pu être l'invention, la pratique de l'esclavage, autant je ne pense pas qu'on puisse oublier ceux qui se sont battus contre. Et donc, si je reviens à ce 4 février, les 3 députés qui s'appellent, j'ai bien noté les noms, je les connais, mais il vaut mieux ne pas se tromper sur l'orthographe. Jean-Baptiste Bellay, Mills et Duffier. Bon, Jean-Baptiste Bellay est noir, Duffier est blanc, Mills est métis. Il y a ce débat sur l'abolition. C'est un des premiers actes de l'Assemblée, de la première Assemblée de la Première République. Ce débat conclut à l'abolition de l'esclavage. C'est la première abolition, qui a été, comme vous le savez sans doute, remis en cause par Napoléon, d'où la deuxième abolition en 1848. Mais ça, c'est la première. Et à l'issue du vote, qui donc abolit l'esclavage, les 3 personnages, les 3 députés dont je viens de parler, donc Bellay, Mills et Duffier, sont portés en triomphe par leurs collègues. C'est un événement. C'est-à-dire l'attachement à la liberté s'exprime au travers de cet enthousiasme. C'est pas un truc fait comme ça à la sauvette, pas du tout. Un truc tout à fait essentiel. Et qui caractérise une certaine pensée du moment qui s'oppose à une pensée précédente qui était plutôt une pensée, disons, d'asservissement. On voit ça. Monsieur Bellon, on arrive donc vers la fin de l'émission et dans une France justement qui cherche à mieux reconnaître la diversité de son histoire, comment voyez-vous justement l'avenir de la mémoire du général Dumas dans les prochaines années? Est-ce que vous avez d'autres projets également en place? Alors, si vous permettez, ça fera la transition. Beaucoup de gens ont demandé à ce que, par rapport à la période de l'esclavage, il y ait, je crois qu'on en a parlé précédemment avant l'émission, il y ait des réparations. Et je voudrais, parce que j'aime beaucoup ce personnage, vous en avez sûrement entendu parler, Jaune Diaye. Jaune Diaye était le responsable de la maison des esclaves à Gorée. Donc au Sénégal, c'est un Sénégalais qui était le responsable. Je l'ai rencontré une fois où il était encore vivant et il avait peint sur le mur de la maison des esclaves la phrase suivante: le pire est de savoir que c'est irréparable. Le beau, c'est de ne rien vouloir comme réparation. Ce qui veut dire que pour lui, moi j'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu avec lui, la question n'est pas des réparations. C'est de savoir quelle est l'histoire qui nous rassemble, et non pas celle qui nous oppose. Celle qui nous rassemble, c'est le vote dont je viens de parler. Celle qui nous oppose, c'est effectivement la mise en esclavage d'un certain nombre de personnes. Et le trafic d'esclaves, etc. Bon. Donc, l'histoire, c'est jamais quelque chose de totalement blanc, totalement noir. Le problème, c'est comment se battre pour mettre en valeur ce qui est blanc, si je peux me permettre. Vous n'y voyez aucune analogie. C'est ce qui est bien. Et de mettre en exergue ce qui est mal. Voilà. Mais encore faut-il le faire apparaître.
Et ça, c'est tout un travail des politiques, des citoyens, des historiens. Et justement, pour terminer l'entretien, quel est le calendrier donc prévu pour la réédification donc de la statue du général Dumas? Où pouvons-nous effectuer les dons? Alors, où pouvons-nous l'effectuer? Par Internet directement, en tapant Général Dumas souscription. C'est noté. Bon, ça c'est assez simple et après on trouve, c'est guidé. Bon, moi je pense que c'est quelque chose qui concerne tous les citoyens épris de liberté parce que c'est un symbole de liberté qu'on veut réériger. Hein, un symbole de liberté. Et donc, si les citoyens veulent donner 10 €, ils donnent 10 €. On n'attend pas des mécènes à 500 000 €. Bon, ça serait trop d'ailleurs, mais 50 000. Bon, mais l'ensemble de la statue, tout compris transport et érection, 130 000. Hein. 135 Bon, 000, 130 000 et quelques. Mais même à 10 €, comptez combien il faut multiplier pour arriver à 130 000, vous verrez. Bon. Donc, c'est plutôt que de se sentir concerné. Pas tellement de dire je vais faire un don merveilleux, non, ça nous concerne. C'est bien pour chacun de nous qui sommes épris de liberté que cette statue réexiste. Voilà. Eh bien, merci pour ce message. Donc, André Bellon, ancien député et ex-président de la Commission des Affaires étrangères et initiateur aussi de cette souscription. Merci d'être venu d'être notre plateau. C'est la fin donc de l'entretien du jour. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télévision.